J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors, ça fait un moment que j'avais pas fait forcément de revue sur les marchés US. Alors, pour une des raisons, c'est parce que effectivement, je change pas forcément des positions tous les 4 matins. Je suis pas là à en faire de l'intraday non plus. Donc, du coup, même si je regarde les marchés tous les jours et j'étudie les marchés au quotidien, c'est vrai que je suis pas là forcément à faire comment dire, de l'intraday, sortir et rentrer de la même position au quotidien. Donc c'est vrai que du coup je me suis dit est-ce que ça valait la peine de faire vraiment une revue tout le temps, étant donné que des fois il peut y avoir des changements, mais des fois la tendance elle continue. Donc voilà, donc parce qu'un cycle ça peut être long effectivement. Donc là en fait ce que je voulais mettre en avant c'était précisément plus regarder qu'est-ce qui se passe actuellement, le sentiment de marché. Donc on sait qu'actuellement nous rentrons quand même dans une zone, on va dire euphorique. Alors pour plusieurs raisons, c'est vrai que premièrement je voulais vous démontrer que j'en ai parlé déjà sur mon Twitter, mais que j'avais abordé le sujet excusez-moi ça arrive, que effectivement les primes d'options étaient chères. Et qu'il y avait, par exemple, vous voyez ici, donc ça vient de Sentiment Trader sur Twitter. Donc des fois, il y a des choses, un contenu très intéressant. Donc là, on peut voir effectivement que l'année 2020 a été l'année des options. Tout le monde s'est jeté sur les options. Alors quand on voit par rapport au passé, bon là, on n'a pas vraiment vraiment le rendu sur plusieurs années, mais la dernière fois que ça a été vraiment dans ce genre de volume-là, c'était effectivement pendant la bulle Internet en 2000. Donc là, je suis pas en train de dire que ça va se renouveler, mais juste que quand même connaître un petit peu l'univers des options, ça permet d'apprendre des nouvelles choses et aussi d'avoir d'avoir un petit plus sur les marchés pour comprendre mieux la dynamique. Parce que quand il y a un volume comme ça, oui, il y a un impact quand même sur les marchés. On peut pas le négliger. Donc là, justement, vous pouvez voir que, vous voyez ici, ça devient vraiment exponentiel. Ça monte de manière exponentielle et le coût des primes est vraiment extrêmement cher, on va pas se mentir. Et en fait, ce qui s'est passé dans la chute ici, les gens ont racheté le dip, mais vraiment racheté le dip. Quand je dis les gens, c'est vraiment les small traders. Ils se sont rués, effectivement, vous pouvez le voir là, vraiment l'augmentation qu'il y a eu en espace de 3 jours est vraiment une augmentation qui a pris, vous voyez ici, quelques mois. Donc là, ils se sont vraiment rués dessus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix des options est extrêmement cher parce qu'à ce moment-là, effectivement, le VIX avait monté donc plus pour effectivement avec tout ce qui se passait avec GameStop. Donc là, on peut le voir. Donc il y avait quelque sorte un problème de liquidité, d'incertitude. Vraiment, l'euphorie qui s'est passée sur GameStop est un phénomène quand même un petit peu historique dans le sens où effectivement, ça a été médiatisé de manière assez importante, mais là, on peut voir qu'effectivement, quand le VIX est monté de cette manière-là, on pouvait voir que le S&P 500 n'est pas descendu aussi vite. C'est-à-dire que là, on a fait vraiment une réduction de 4-5%, alors qu'initialement, lorsque nous avons une correction sur le VIX, c'est-à-dire quand le VIX pop à 37, donc là, il est quand même monté à 37, généralement, on a une correction plus importante. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, les gens se sont jetés sur le dip. Ils ont racheté le dip, justement, ils ont racheté les options qui se trouvent et effectivement, ils ont acheté vraiment un prix assez accessible. Donc, comme je le précise, c'est que généralement, le marché va se retourner vraiment. On dit que le marché est haut, le marché effectivement est euphorique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement le côté fondamental, mais il y a aussi le côté de l'offre et de la demande. Et ça, on peut pas le négliger. Dans la dernière phase sur les marchés, il y a souvent la phase de spéculation, la domination spéculative. Et là, on est vraiment clairement dans la phase de la domination spéculative. Et ça peut durer, on sait pas combien de temps. Là, ça dure depuis un petit bout de temps, mais ça peut durer longtemps. Et ça peut avoir effectivement un effet effectivement un petit peu bulle parce qu'on ne sait pas où est le top. Et il est très difficile de définir un top dans ces conditions-là. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on se dit ça y est c'est la bonne, mais ce n'est pas la bonne et parce que c'est très difficile de définir un top. Mais là ce qu'on peut constater par exemple c'est que les gens effectivement se sont jetés sur les options. Les options étaient extrêmement chères. Donc qu'est-ce que cela implique? Cela implique tout simplement que les gens étaient encore prêts à payer cher
pour avoir du rendement. Sauf que là, ils n'ont pas eu forcément un grand rendement parce que les options étaient vraiment surévaluées. Donc, ils ont payé quelque chose de très cher. Donc, c'est vrai que déjà le fait qu'ils ont payé cher avec le temps, ça c'est pas forcément positif pour eux. Donc, du coup, c'est même s'ils sont dans la bonne direction. Donc là, ils ont payé cher pour moins de rendement aussi. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'ils vont se fatiguer à force de payer cher pour pas beaucoup de rendement, même si le S&P est monté. Mais le fait que quand on achète une option surévaluée, même si tu es dans la bonne direction, le problème, c'est que si c'est surévalué, ça gagnera pas autant que quand c'est sous-évalué. Donc là, quand on paye quelque chose de cher, effectivement, là, ça a continué de monter. Mais si on a payé plus cher que ce que ça vaut, c'est vrai que j'appelle ça vraiment payer cher pour moins de rendement. Et on arrive sur les marchés généralement dans la phase de spéculation, il y a toujours l'offre et la demande. Et à un moment donné, c'est vrai que les gens vont être fatigués de payer cher pour peu de rendement. Parce que quand on met de l'argent en bourse, c'est pour avoir du rendement. Donc si tu payes cher une option, un premium, mais que t'as pas forcément du rendement, à un moment donné, la demande, elle va s'arrêter. Et ça va un petit peu faire ce que ça doit faire. Parce que là, vraiment, tant qu'il y a l'offre et la demande, ça continue. Mais quand effectivement, il va être fatigué de payer cher pour des options, à un moment donné, ça va se retourner. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, bon là, on atteint, vous voyez ici, on a comme je vais dézoomer, je vais mettre en weekly, ça sera plus simple. Vous voyez ici, on a une ligne de tendance à long terme ici qui est quand même assez importante. Et là, on est en train de vraiment tester ce niveau-là. Alors, comme je disais, il faut faire attention quand même. On a clôturé le mois, vous voyez, le mois de janvier sur un doji. Alors, je dis pas que si on clôture ici, c'est plutôt bon. Mais alors, par contre, voilà, on a encore le 10 du mois, donc on n'est pas encore sûr que ça va se clôturer ici. Donc là, on a vraiment une englobante, c'est une belle bougie haussière. Mais là, on est sur une résistance et on va voir comment ça va se terminer la fin du mois, sachant que le mois de janvier était sur doji. Donc voilà. Autre chose, donc ça c'est effectivement c'est le DIX. Donc là j'ai mis sur 6 mois. Donc là on peut voir qu'effectivement ça monte. Donc là c'est le S&P 500. Donc là on a la reprise, mais vous pouvez voir ici qu'il y a aucun rachat au niveau de la reprise comme on a eu. Vous voyez ici on a eu des beaux achats. Ici aussi. Alors moi ce que j'aime c'est vraiment quand on a une différence. Vous avez la courbe bleue qui est vraiment au-dessus un certain niveau, donc vraiment au-dessus de 41, 42, et que en bas on a l'autre courbe que vous voyez ici en orangé violet, c'est la courbe du gamma exposure. Et quant à elle, elle est en bas dans une zone ici aussi proche de zéro. Bon, c'est pas zéro, mais c'est plus proche de zéro que ici, par exemple. Donc, quand j'ai la courbe en haut ici au-dessus de 42, je dirais, et que ça, c'est en bas, ça nous laisse quand même des opportunités. Mais là, vous pouvez constater que là, lors de la reprise ici, on n'a pas la courbe bleue. Donc, ce qui veut dire, on a même, vous voyez, un niveau encore plus bas qui est à 36,5. Ce qui veut dire que là, vraiment, les gros porteurs sont vraiment en train de se retirer. En quelque sorte, ils n'ont pas forcément, c'est pas eux qui ont participé à cette poussée ici. C'est vraiment les particuliers ici, les small traders qui ont participé à cela. Donc personnellement, c'est vrai que là on le voit, ça continue, mais ça reste quand même assez dangereux dans ce niveau-là quand on voit qu'il n'y a pas forcément de participation des gros porteurs, comme on peut voir là précédemment où on a, vous voyez, la courbe bleue est au-dessus de la courbe ici et que ça laisse des opportunités. Là, on l'a eu un petit peu ici, effectivement, mais on n'a pas forcément la courbe, vous voyez ici, sur un niveau extrême ici. Donc voilà. Donc la courbe bleue, ça représente le DIX Dark Pool Index, juste pour information, si vous le savez pas déjà. Donc voilà, mais ce qui était bien de noter aussi, justement, je vais regarder, ce qui confirme un petit peu, c'est que généralement les gens achètent lorsque le marché crash. Donc généralement les gens sont intéressés d'acheter les stocks lorsque le marché crash. Mais justement, on peut voir les recherches. Vous voyez ici buy stock, donc quand le marché crashait en 2008. Et là aussi, on a buy stock. Donc là, vraiment, la recherche a été impressionnante. Et là, en fait, on a eu effectivement un pop assez important, donc des particuliers. Donc là, c'est la première fois que ça arrive en 15 ans, par exemple, que nous avons un pop aussi d'intérêt sur Google Trend lorsque ça renverse. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez,
on a eu une petite correction ici, très légère. On a rebondi effectivement sur la ligne de tendance aussi, mais ici, quand on a renversé, il y a eu un intérêt des achats justement des particuliers. Donc, mon point de vue ici, c'est que tout simplement, on est toujours dans la spéculation en mode dans la phase dominante sur les marchés et que c'est tant que les particuliers sont prêts à acheter des primes assez chères, on continue. C'est ce qui fait la tendance là actuellement. Donc personnellement, c'est vrai que ça pourrait aller toucher les 3950, là, vraiment le haut de comment dire, la trendline qui se trouve ici. Donc là, quand on zoome ici, c'est à peu près là. Donc c'est vrai qu'il y a un potentiel d'aller encore ici, mais on voit bien que ça s'essouffle. On peut voir les deux bougies par rapport à ici, où on a vraiment le phénomène de poussée quand les gens se sont jetés dessus. Et donc voilà. Donc à un moment donné, on sait pas quand, hein, on sait jamais quand. Mais là, pour l'instant, on reste quand même dans la spéculation en mode dominante. Alors la différence par rapport à ici, hein, aussi, je tiens à le préciser, la différence qu'on a eue par rapport à ici, parce qu'ici après on a une continuation, c'est que ici en fait, on n'avait pas forcément tous les secteurs qui avaient recouvert par rapport à la crise du Covid. Et quand on est arrivé ici, vous pouvez voir par exemple au niveau de RSP qui est un ETF à pondération égale. Donc, il n'y a pas forcément une pondération majoritaire, c'est pondération égale pour chaque capitalisation boursière. Vous pouvez voir que eux, quand on était, donc c'était, si je me souviens bien, c'était ici. Donc là, vous pouvez voir qu'on n'avait pas forcément testé vraiment les derniers plus hauts ici, et on n'avait pas cassé ces plus hauts comme ce qu'on a fait sur le S&P 500 par exemple. Vous voyez, donc ça en fait c'est comme le S&P 500 mais à part égale. Donc, chaque capitalisation boursière sont à part égale. Donc là, ce qu'il y a eu, c'est un phénomène de rotation. Donc, ensuite, les techs, les FANG ont fatigué. Comme vous pouvez voir, hein, regardez Amazon, Apple, tout ça, ça a fatigué. Et ensuite, on a eu donc la phase, effectivement, de la rotation sectorielle qui a duré un certain temps. D'ailleurs, notamment avec les small caps aussi. On a eu, vous voyez ici, à partir du 15 octobre, on a eu, vous voyez, on n'avait pas réussi à faire à tester les derniers plus hauts et à les casser. Et puis ensuite, on a réussi. Donc là, il y a eu le phénomène de rotation. Donc la rotation des large caps vers les small caps, la rotation sectorielle à l'intérieur des large caps. Donc il y a eu plusieurs sortes de rotations. Mais là, on est vraiment sur un point où on a tout en haut. Donc, on peut le voir d'ailleurs sur ici, vous pouvez voir ici, donc effectivement, on stagne ici parce qu'il y a eu le phénomène de la rotation. Donc là, ça continue de stagner, mais la majorité des entreprises se trouvent, vous voyez, on est pratiquement à 90% des entreprises du S&P 500 ont une moyenne de prix au-dessus de la moyenne des 200 derniers jours. C'est quand même beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est toujours rester vigilant à ce niveau-là. Au niveau des titres individuels, ce qui serait bien de savoir. Donc là, au niveau du SP, personnellement, moi je reste vigilante hein, quand on arrive sur la dominance, domination, comment dire, spéculative. Il faut rester quand même assez vigilant. Donc moi, je reste toujours protégée sur ces niveaux-là. Je suis 60% cash là actuellement, mais quand même, je participe sur les marchés. Je suis pas là en train de me dire, ben non, voilà, parce que des fois ça peut continuer, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Donc là, actuellement, c'est vrai que j'avais parlé de Zoom. Alors Zoom, il y a vraiment encore un potentiel pour aller jusqu'ici, hein, 480. Et ensuite, on va voir pour les 524, mais là pour l'instant, il y a un potentiel. Il y avait aussi LAZR que je surveille. Donc là, on a une espèce de triangle, en fait, triangle asymétrique, et j'attends vraiment la poussée, l'impulsion sur ce titre, Luminar Technologies, donc tout ce qui est effectivement au niveau solaire. Ensuite, j'ai Silver toujours que je garde mon positionnement. Alors pour plusieurs raisons que j'ai déjà précisées, c'est pas une trade que je garde une journée, comme vous savez, parce que j'en parle depuis un moment. C'est une trade que je garde pour 2021 en général, pour toutes les raisons que j'ai stipulées lors de ma dernière vidéo, que je vous encourage donc à aller voir effectivement à ce niveau-là. D'ailleurs, on peut le voir. Ce qui est intéressant, on peut voir à l'échelle logarithmique. Vous pouvez voir ici, si je dézoome. Je vais mettre en mensuel. Ah ben c'était déjà en mensuel. Alors ce que je vais mettre d'autres bougies, ça sera plus simple. Voilà. Je vais enlever ça, même si
peut voir que c'est un cap un handle. Je vais enlever les Bollinger. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, c'est que bon, pour l'instant, depuis, effectivement, là, on est dans une tendance quand même haussière à très long terme, sur la tendance très primaire, hein, vraiment primaire, parce que je suis sur le portrait mensuel. Donc là, on a eu effectivement le retest ici, et ensuite la reprise. Et là, vous voyez, on n'a pas forcément touché ici. Donc pour moi, effectivement, on devrait au moins retester les derniers plus hauts vers ici. Parce qu'on reste quand même dans une tendance, on va le dire, primaire. On maintient ce support ici qui est quand même assez important, hein, le support qui est ici. Donc maintenant, c'est vrai que vraiment la cassure au niveau du daily de cette zone ici là, ça apporterait vraiment directement aller chercher potentiellement les derniers plus hauts. Bon, c'est un peu effectivement gourmand, niveau par niveau, mais ça engendrerait plus de squeeze si on arrive à casser ce niveau-là. Donc ça, c'est mon opinion, bien évidemment, c'est pas forcément l'opinion générale. Et après, il y a d'autres raisons, les saisonnalités, le côté fonda, parce que mine de rien, je veux pas dire, mais les banques, elles doivent quand même un petit peu en ce moment y penser, c'est que on a quand même les taux d'une manière générale qui montent et qui ont fait les derniers plus hauts récemment. Donc là, vous pouvez le voir. Et donc là, c'est les taux 10 ans et on a le taux aussi 30 ans qui suit. Et effectivement, ça présage un petit peu d'inflation à ce niveau-là. Donc les banques doivent un petit peu s'inquiéter à ce niveau-là, parce que là, si ça continue, ça va créer encore plus effectivement peut-être d'inflation. Et c'est pour ça aussi que il y a une demande assez importante au niveau de l'argent récemment. Donc voilà, donc là j'arrive pratiquement aux 17 minutes sur TradingView, donc je suis obligée de mettre fin justement au comment dire à la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis nous on se retrouve pour une prochaine fois.